Salut Alban. Bonjour Victor. Aujourd'hui, on va parler de la transformation des métiers de la data et de l'IA avec l'arrivée de l'IA générative. De ton côté, en tant que consultant de stratégie avec cette spécialisation en IA générative, tu accompagnes des personnes dans la mise en place de l'IA générative au quotidien. Aussi, tu le mets en place chez Conti et chez EDG, dont on fait partie. Pour toi, quel est l'impact de l'IA générative dans nos métiers de la data et de l'IA ? Alors, tout d'abord, avant de répondre à cette question vraiment précise sur l'impact que ça a sur les métiers, un petit peu de contexte sur ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est la capacité des systèmes informatiques à effectuer donc des tâches qui nécessitent généralement l'intervention humaine. L'IA traditionnelle, qui est une notion avec laquelle on est familière, donc la capacité de reconnaître des images, de lire du texte, de faire des projections basées sur des données historiques. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qu'on peut qualifier de traditionnelle. C'est l'IA prédictive. La révolution maintenant, c'est l'IA donc générative, effectivement, qui est amenée par des modèles d'apprentissage automatique qui ont été entraînés sur des bases de données massives et qui est capable, donc c'est des modèles qui sont capables de créer des nouveaux contenus, des nouvelles images, des nouvelles vidéos, du nouveau son. Et c'est vraiment cette génération de contenus originaux nouveaux qui vient impacter les différents métiers en apportant donc une nouvelle manière d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est toi plutôt dans ton quotidien, quel a été l'impact, comment tu l'as ressenti sur les métiers data en tant que manager BI et intelligence artificielle dans ton quotidien en tant que tel, mais aussi avec les clients? Mon rôle a évidemment changé. Il y a eu plein de nouveaux projets complètement différents des projets que j'ai pu faire en business intelligence. C'est des cas d'usage différents, des besoins différents, mais surtout avec des équipes différentes, puisque les équipes qui jusque maintenant étaient moins data-driven vont utiliser ces différents IA génératives pour répondre à certains cas qu'ils peuvent avoir au sein de leurs équipes. En règle générale, ça peut être des créations de chatbots qui peuvent répondre à des prompts des utilisateurs business sur les chiffres de l'entreprise. Et on a des besoins, comme je disais, très spécifiques où on va créer par exemple du contenu à partir d'une base de connaissances qu'on aura donnée à l'IA générative. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que jusque maintenant, les projets qu'on a lancés, c'est beaucoup plus des projets type prototype qui en fait permettent de répondre à un besoin bien précis, mais jusque maintenant, ça a plus l'utilité de valider l'utilité de cette IA générative pour pouvoir ensuite lancer un plus gros projet avec un plus gros budget également d'IA générative. De mon côté, en tant que chef de projet, ça a aussi un impact puisque je l'utilise quotidiennement avec des outils que j'utilisais déjà jusque maintenant comme Notion ou toute la suite Microsoft, mais aussi avec de nouveaux outils, typiquement le plus connu, ChatGPT. Ce que j'ai pu remarquer sur les autres personnes avec qui je travaille, c'est que les data scientists, les data engineers vont l'utiliser d'une autre manière avec leur code pour implémenter du code plus rapidement et pas forcément aller sur Stack Overflow pour ceux qui l'utilisent au jour le jour. Okay. Et c'est d'ailleurs une chose qui est assez intéressante, c'est que les personnes qui travaillent sur des projets d'IA générative vont être obligées de s'améliorer sur toute la partie prompt engineering, puisque pour pouvoir construire un agent qui va répondre aux besoins, il va falloir bien sûr être capable d'améliorer le prompt pour qu'ensuite cet agent, ou du moins cette IA générative, puisse bien répondre aux besoins du client. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que au jour le jour, comme on peut le voir sur LinkedIn, ou comme on peut le voir dans notre utilisation de tous les jours de ChatGPT, plus le prompt est bon, plus la réponse sera bonne. Et donc, c'est une des choses qui arrive comme compétence dans les CV des personnes qui postulent chez nous, par exemple, c'est la capacité à utiliser le prompt ou le prompt engineering, comme on l'appelle, pour pouvoir améliorer sa productivité au jour le jour. Avec le lancement de l'IA générative, on a pu voir l'apparition de différents outils qui répondent à plein de besoins complètement différents. La difficulté, c'est de savoir lequel va répondre au mieux à notre besoin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les étapes à suivre pour choisir l'outil qui correspond le mieux à notre besoin? Yes. Effectivement, donc il y a plein de solutions qui sont apparues et qui sont plus ou moins connues. Différents outils qui vont être capables de générer du contenu différent, visuel, audio, son, avec chacun sa spécificité.
et des modèles différents derrière. L'entreprise, comme pour l'implémentation d'un outil tech habituel, l'entreprise va devoir bien sûr dans un premier temps définir son besoin, comprendre et mettre à plat les attentes auxquelles cet outil va répondre, pour ensuite évaluer les différentes fonctionnalités que va avoir l'outil. Est-ce que l'outil va générer des images? Est-ce qu'il va générer du texte pour bien être raccordé avec ce besoin? Puis faire un audit des outils existants utilisés par l'entreprise, quels sont les processus pour bien vérifier que le choix de la solution s'intégrera de manière fluide dans l'existant. Une fois que les différents outils auront été sélectionnés, l'important et fondamental, bien sûr, c'est de les tester, de vérifier les résultats et ensuite de voir les différentes tarifications qui sont proposées par les solutions. Ouais, c'est d'ailleurs intéressant au niveau de la tarification, puisque on s'en doute pas forcément, mais quand on utilise l'API d'OpenAI par exemple, ça a un coût. Chaque prompt qu'on va faire a un coût. On peut voir qu'avec des outils comme ChatGPT 3.5 ou 4, ça va avoir un coût complètement différent. Et parfois, on peut se poser la question de quelle est la nécessité d'utiliser un outil comme GPT-4, sachant que le 3.5 peut répondre à des besoins très basiques, très simples des utilisateurs. Donc, ça va un peu être cette question qui va arriver de plus en plus chez les clients, c'est comment réduire les coûts tout en ayant une performance qui reste au niveau qui est attendu. Il y a aussi après l'impact environnemental dont on parle de plus en plus, à quel point ça a un impact quand on entraîne le modèle à l'origine et aussi quand on l'utilise par la suite. Ça va pas être le même impact pour un plus petit outil comme le 3.5 ou le 4. Et derrière, on en revient aussi à cette question de l'IA traditionnelle versus cette nouvelle IA générative. On peut se poser la question de est-ce qu'on ne devrait pas plutôt utiliser du NLP plutôt que de l'IA générative, parce que parfois ça peut être largement suffisant pour répondre à un besoin spécifique. Et en l'occurrence, on a pu faire quelques tests, nous, au sein des Quanti, et voir que dans certaines situations, ça permettait totalement de répondre aux besoins qui étaient attendus. Toujours dans le sujet des coûts, une question qui se pose naturellement aussi va être la question du make or buy. Développer en interne la solution ou en trouver une sur l'étagère qui va permettre de répondre aux besoins. Cet arbitrage va reposer sur plusieurs considérations, les premières budgétaires et de priorisation. Le développement d'une solution personnalisée en interne va nécessiter des coûts généralement plus élevés que de l'achat, de l'utilisation d'une solution existante, mais va avoir d'autres avantages, comme permettre à l'entreprise de contrôler, de personnaliser cet outil, de l'adapter à ses outils existants et ses bases de données. Acheter une solution existante va avoir donc l'avantage de réduire les coûts initiaux, de permettre une mise en œuvre beaucoup plus rapide, notamment pour faire des tests d'impact, tests de vérification que le cas d'usage de l'application était nécessaire. Et un élément donc aussi important à prendre en considération dans le choix de make en interne ou buy une solution existante va être la qualité et la sophistication de la solution qui existe déjà. La question a pu être posée par exemple avec Firefly qui s'intègre, qui fait partie de Adobe, qui déjà présente des fonctionnalités particulièrement développées et donc il n'est pas nécessaire peut-être, suivant les cas d'application bien sûr, de redévelopper un outil sur mesure. Mais ça peut être intéressant aussi de intégrer plusieurs outils ensemble. Et c'est là où en fait le projet en interne peut avoir sa place, où en fait on peut avoir cette flexibilité d'ajouter un outil qui va faire de la génération de texte avec un outil qui va faire de la génération d'images, ce qui est un peu plus difficile avec un outil qui est déjà prêt sur l'étagère. Pour finir, Alban, toi qui accompagnes les entreprises dans leur mise en place d'IA générative, est-ce que tu as des tips à nous partager ? Oui, quelque chose que j'ai remarqué, qu'on a remarqué qui est très important, ça va être l'acculturation, la formation, la fédération des différents collaborateurs autour de l'utilisation des outils. Certaines personnes vont être un peu réticentes en disant IA générative, ça va être quelque chose de très compliqué, alors qu'en fait, ça s'intègre normalement dans les processus de manière fluide et va venir augmenter ou soutenir en tout cas les métiers existants.
Vraiment cette notion de formation, acculturation des équipes. Une fois qu'il y a eu cette première étape d'acculturation des différents membres des équipes, il y a aller plus loin et les former vraiment à l'utilisation pour que l'utilisation de l'outil soit faite de manière optimale. On l'a mentionné, donc le prompt engineering par exemple, c'est la capacité de rédiger des questions de manière claire et adaptée à l'outil qu'on utilise pour que le contenu généré réponde au mieux aux attentes. Et un autre point aussi, on le remarque, c'est un écosystème qui évolue rapidement, qui va s'adapter aux différents métiers. Et un élément qui sera donc aussi très important, c'est d'avoir au sein de l'entreprise des personnes qui vont être garantes, sponsors en tout cas, de l'utilisation de ces outils et de vérifier qu'il y en a peut-être d'autres qui arrivent sur le marché et qui vont être disponibles et qui correspondront davantage aux besoins de l'entreprise, seront peut-être moins chers, plus efficaces parce qu'on n'utilisera plus des large language models, mais que des small models seront utilisables aussi et donc potentiellement moins cher, moins gourmand en énergie. Voilà, donc d'avoir quelqu'un au sein de l'entreprise qui est capable de suivre ces sujets. Et toi, tu penses à d'autres éléments? Je pense, il y a d'autres éléments, tu as assez bien résumé la situation. Toutes les formations sont hyper importantes. Je dirais pour des personnes qui ont envie d'aller plus loin, c'est bien sûr de tout le temps s'informer, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément d'outils, et donc rester informé sur tous les outils qui sortent, c'est assez difficile. Donc suivre des influenceurs sur LinkedIn, ça peut être très utile, ou avoir une newsletter qui va parler de ces différents sujets. Ensuite, pour moi, le point crucial et le plus important, c'est d'utiliser ces différents outils. Parce que conseiller un outil, c'est important, mais l'utiliser, c'est encore mieux pour pouvoir ensuite avoir une meilleure approche avec le client et une meilleure connaissance avec l'expérience qu'on aura eue de notre utilisation des IA génératives.